Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix de soignant by Fed Medical. Ce podcast s'adresse à toute la communauté des professionnels de santé et à celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les métiers du secteur médical. Nous donnons la voix à des experts qui viennent partager leur expérience et leur quotidien. Je suis Amandine Garot, manager au sein du cabinet de recrutement Fed Medical, et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Anne-Claude Lossel, médecin pathologiste. L'anatomopathologie est une spécialité médicale peu connue du grand public et pourtant essentielle dans le diagnostic des maladies et notamment en cancérologie. Nous allons aujourd'hui en apprendre davantage sur ce métier de l'ombre, mais indispensable à la médecine moderne. Bonjour docteur Lossel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Amandine, merci à vous de m'avoir invitée pour vous parler de mon métier. C'est vrai que c'est un métier de l'ombre peu connu. Pour vous le situer, c'est une spécialité médicale que l'on choisit au moment du concours de l'internat, au même titre que les autres spécialités médicales comme la dermatologie, l'oncologie médicale, la gynécologie médicale, la radiologie, etc. Très bien. Et du coup, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier de médecin pathologiste et quel rôle joue-t-il dans le parcours de soins ? L'anatomopathologie, c'est l'étude des tissus pathologiques pour porter un diagnostic. Nous faisons la plupart des diagnostics. On est le dernier maillon de la chaîne du diagnostic après la radiologie. Après la lésion qu'on va identifier en radiologie, nous intervenons. Okay. On fait du diagnostic de tumeurs, mais pas seulement. On diagnostique aussi des maladies inflammatoires comme l'eczéma, le psoriasis, l'endométriose. Pour cela, on va examiner différents types de prélèvements. Okay. Soit des cytologies, soit des biopsies, soit des pièces opératoires. Les cytologies, c'est quand on examine des cellules à partir d'un liquide ou à partir d'un grattage d'organes. Par exemple, quand on vous fait un frottis cervico-vaginal de dépistage. D'accord. Les cellules sont seules, elles sont en désordre. Les biopsies, c'est quand on prélève un petit morceau de tissu. À ce moment-là, on a l'architecture du tissu. C'est plus facile pour nous de porter un diagnostic. Et les pièces opératoires, c'est quand on enlève une pièce, un fragment d'organe ou un organe entier. Ok, très bien. L'anatomopathologie, ou souvent appelée anapath, est souvent associée au diagnostic du cancer. Pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez sur ces diagnostics et avec quelle autre spécialité médicale vous collaborez ? Oui, le diagnostic de cancer, il faut savoir que ça ne se limite pas à cancer ou pas cancer. C'est pas seulement bénin ou malin. Parce que dans chaque organe, il y a plusieurs tissus. Et chacun d'entre eux peut donner des tumeurs bénignes ou malignes. Il y a une multitude de types et de sous-types tumoraux par organe. Par exemple, dans le sein, vous avez du tissu adipeux, du tissu vasculaire, des cellules sécrétantes, des cellules basales, et chaque tissu peut donner des lésions. Ok. Alors, ce sont nos confrères médecins ou chirurgiens qui nous adressent les prélèvements. À peu près tous les autres spécialistes, voire même les généralistes, peuvent être amenés à nous envoyer des prélèvements. Ils attendent de nous qu'on leur donne le type de cancer, mais aussi qu'on donne le stade évolutif et le plus possible de facteurs pronostiques. Ok. Le stade, pour vous situer, c'est l'étendue de la tumeur, sa taille, son degré d'envahissement dans les différentes couches d'un organe, dans les vaisseaux, dans les ganglions, mais c'est aussi le type de résection. Est-ce que tout est enlevé ou est-ce qu'il reste de la tumeur sur le patient ? Les facteurs pronostiques, ce sont des facteurs qui aident les oncologues à établir le pronostic de la maladie. D'accord. On peut les voir soit au microscope, ils sont morphologiques, soit on prescrit des marqueurs complémentaires pour les analyser. Ok. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Oui, j'ai un exemple à vous donner. Ça va être le côlon, parce que vous savez qu'on est en mars et que c'est le mois du dépistage du cancer du côlon. Alors imaginons que, bon, pas vous Amandine, vous êtes beaucoup trop jeune, mais imaginons que votre tante fasse un test de dépistage et qu'il soit positif. Elle va aller consulter un gastro-entérologue qui va lui faire une biopsie d'une lésion qu'il trouve suspecte lors de l'endoscopie. Okay. Nous, on va recevoir cette biopsie, on va affirmer le cancer, on va le typer, on va déjà faire un certain nombre de marqueurs pronostiques et on va rendre notre diagnostic le plus rapidement possible. D'accord. Les biopsies tumeurs, ça fait partie de nos prélèvements urgents. D'accord. On est le plus rapide possible. Ensuite, elle va aller consulter un chirurgien digestif qui va décider de lui enlever une partie de son côlon. Et nous allons examiner cette pièce opératoire, son côlon. À ce moment-là, on va regarder la tumeur, on va confirmer le type tumoral et on va déterminer quel est l'envahissement dans la paroi du côlon de sa tumeur. D'accord. On va dire si elle est déjà partie dans les ganglions, dans les vaisseaux, si elle envahit les autres organes. On va également dire au chirurgien s'il a tout enlevé ou pas. D'accord. Et on va établir des facteurs pronostiques avec des marqueurs. D'accord. Ok. C'est pas fini.
Le dossier de votre tante va être discuté en réunion pluridisciplinaire. Ce sont des réunions qui ont lieu toutes les semaines et qui réunissent plusieurs médecins. Il faut savoir que tous les diagnostics de cancer sont discutés lors de ces réunions. D'accord. Elles regroupent des oncologues médicaux, des radiothérapeutes, des pathologistes, des radiologues, dans le cas présent des gastro-entérologues et des chirurgiens digestifs. Ok. Il faut savoir que c'est le compte-rendu ANAPAD qui est le pilier de ces réunions, puisque c'est sur lui, sur ce compte-rendu, qu'on s'appuie pour décider de la suite du traitement. Oui, tout va reposer sur vous. Voilà, alors pas complètement tout, parce qu'il y a d'autres facteurs que nous, on n'a pas, comme l'âge du patient, son état clinique, etc. Okay. Mais l'essentiel de la décision se porte sur le résultat du compte-rendu. D'accord. Là, il va être décidé lors de ces réunions s'il va y avoir une chimiothérapie, ou une radiothérapie, ou une chirurgie complémentaire, ou une surveillance. D'accord. Donc, vous, aujourd'hui, vous n'avez pas de contact direct avec le patient, si j'entends. On n'est pas en contact direct avec le patient, c'est vrai. Mais on est en contact permanent avec nos confrères, les médecins et les chirurgiens, à plusieurs étapes, au moment du diagnostic, parce que c'est parfois difficile et qu'il y a certaines lésions qu'on ne peut pas interpréter sans avoir les renseignements cliniques. Donc pour ça, on est en contact avec eux. Vous avez vu au moment de la décision aussi, on est en contact avec eux. Et il y a une troisième situation, c'est au bloc opératoire. Dans certains cas, les chirurgiens ont besoin de nous pendant l'intervention pour qu'on leur amène un renseignement qui est susceptible de changer leur geste opératoire. Ah, vous accompagnez même des chirurgiens au bloc? Voilà, ils nous appellent au bloc, ils nous demandent par exemple s'ils ont enlevé toute la tumeur. Par exemple, dans la chirurgie du sein, ils peuvent nous demander si ils sont en limite saine ou pas. Okay. Dans certains cas qui peut changer leur geste pour enlever un organe ou pas, ils nous demandent si c'est bénin ou malin. D'accord. Et nous, on est au bloc opératoire, on a notre microscope, on a un matériel de coupe rapide et un matériel de coloration rapide et on leur répond. Ok. Voilà. Incroyable. Et très après, peu connu, ça. Ouais. Après, bien sûr, on confirme avec l'examen définitif. D'accord. Parce que en extemporané, on n'a pas les mêmes techniques et c'est parfois délicat. Et parfois, on leur dit, là, je peux pas te répondre, je peux pas trancher. Ok. On verra au définitif. D'accord. Très intéressant. Vous travaillez vous-même chez Medipad, une entreprise médicale qui regroupe aujourd'hui 120 médecins pathologistes. Medipad, c'est 730 salariés et c'est le leader du dépistage et du diagnostic du cancer en France, donc une grande société leader. Comment se déroule le travail dans vos centres de pathologie aujourd'hui? Quelles sont les principales étapes d'analyse d'un prélèvement pour vous? Alors, en effet, Medipad, c'est comme un grand réseau de 120 pathologistes dispersés sur toute la France. Ok. Mais pas que des médecins. On est une grande équipe avec 730 salariés, avec des coursiers, des techniciens, des aides techniques, des secrétaires, des cadres, des ingénieurs, une direction opérationnelle. Le médecin fait le diagnostic au microscope et en macroscopie au bloc opératoire, mais toutes les étapes avant d'arriver sous le microscope, il peut pas les faire tout seul. Oui. Il est accompagné de toute son équipe. Et bien sûr, le prélèvement va subir des transformations. On va pas prendre le côlon et l'écraser entre lame et lamelle et le mettre sous le microscope. Il va y avoir des étapes de transformation qui vont être faites par tous les salariés de Medipad. Alors, le prélèvement arrive, on va reprendre le côlon, on examine la pièce opératoire, on choisit quel fragment de tumeur on veut prélever, quel fragment de muqueuse saine on veut prélever, et on va les mettre dans des petites boîtes, des petites cassettes qui font à peu près 3,5 sur 2,5 cm, qui sont trouées comme des passoires, qui sont en plastique. On va les mettre dans des machines avec le prélèvement, donc le prélèvement au milieu. Par exemple, pour le côlon, on va avoir à peu près une vingtaine de prélèvements. D'accord. On aura une vingtaine de cassettes. Elles vont passer dans des machines, elles vont subir des cycles de déshydratation, et à la fin, on va obtenir des blocs de paraffine. Vous voyez, la paraffine, c'est comme la bougie avec le prélèvement au milieu. Ok. Donc c'est comme si on avait une bougie avec une fleur séchée. Vous voyez les bougies avec les fleurs séchées, mais la fleur séchée, c'est le prélèvement. Ok. Donc ça fait des petits rectangles durs. Nos techniciennes, elles vont couper avec des appareils, des microtomes, des coupes très très fines qu'elles vont étaler sur lame. Et ensuite, ça va être coloré. Et nous, au microscope, on va avoir des lames colorées. Et là, il faut savoir que c'est très beau ce qu'on regarde. C'est des dégradés de rose. Voilà, on a beaucoup de chance. C'est très esthétique de regarder les lésions. Avec les évolutions technologiques aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle et la numérisation des lames, notamment, comment voyez-vous l'avenir de votre métier? Est-ce que ces innovations aujourd'hui, elles changent déjà votre pratique au quotidien? Dans Medipad, on est convaincu de l'intérêt de l'intelligence artificielle pour proposer un diagnostic plus précis. Et on a la volonté d'être acteur de la transformation numérique de la spécialité et même d'être pionnier. Il faut savoir qu'on traite 1,5 million de dossiers par an et l'intelligence artificielle a toute sa place. Oui, c'est énorme.
effectivement. Alors, l'intelligence artificielle, vous devez vous demander comment ça marche en Anapat. Tout à fait. C'est des algorithmes qui sont établis à partir de l'âme, annotés par des pathologistes experts. D'accord. Et ensuite, avec ces algorithmes sont capables de repérer des cellules cancéreuses, de les marquer en couleur sur des lames numériques, de les classer et de les proposer au médecin. D'accord. Il faut savoir que le médecin, il reste responsable de son diagnostic et qu'il est présent à chaque étape. C'est ce qu'on appelle la garantie humaine. Tout à fait. C'est Voilà. un support, hein. C'est une aide. C'est un en support, plus. exactement. C'est une Ça aide. ne remplacera pas le médecin. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. C'est une aide dans la précision pour le diagnostic, pour les facteurs pronostiques. Par exemple, parfois, on est mené à mesurer sur des biopsies de prostate. On mesure les foyers, ça fait partie du grade, du stade. Ça, par exemple, l'intelligence artificielle nous aide puisque la mesure est très précise. D'accord, ok. Alors oui, on l'utilise déjà en routine sur une dizaine de sites de Medipat pour la prostate. Okay. On a un outil qui s'appelle Galen Prostate d'Ibex. On a été les premiers au monde à l'utiliser au quotidien. D'ailleurs, on l'utilise depuis 2020. D'accord. Depuis 2023, on a mis en place aussi un outil pour le sein. On l'utilise aussi pour la cytologie urinaire, pour la vessie. Et pour la cytologie cervico-vaginale, on a un outil qui s'appelle Genus. Et on a d'autres outils en test actuellement. D'accord, ok. Parfait. Aujourd'hui, concernant alors le volet plus recrutement qui nous intéresse aussi pour notre part, il y a une forte pénurie de médecins pathologistes reconnus en France. Selon vous, et avec votre regard aujourd'hui et votre expérience, comment on pourrait mieux faire connaître la spécialité et attirer de nouveaux talents ? Vous voulez dire à l'échelon du grand public et des jeunes collégiens, par exemple ? Par exemple, tout à fait. Alors en effet, comme beaucoup d'autres spécialités médicales, on est en nombre insuffisant et il n'y a que 1700 pathologistes. C'est peu pour le nombre de diagnostics qu'on est amené à faire. Alors pour susciter des vocations chez les jeunes, la première chose à faire, c'est de se faire connaître. En effet, vous avez raison. Alors on essaie d'initier ce mécanisme dans Medipat, soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux, et en acceptant les invitations comme la vôtre. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et il faut savoir qu'en France, on n'est pas très connu, mais aux États-Unis, les pathologistes sont connus. Oui. Et d'ailleurs, il y a des jeunes Français qui nous connaissent grâce aux séries américaines où on voit apparaître des pathologistes. C'est vrai. Ils sont connus et reconnus même aux États-Unis, c'est vrai. Donc dans Medipat, on promouvoit cette démarche grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, on a un compte Medipat France sur Instagram. Il y a une de mes consoeurs, une de mes associées, le docteur Jessica Calvo, qui a un compte DocSlide sur Instagram aussi. Vous pouvez la suivre parce que régulièrement, elle explique ce qu'on fait, elle met des photos de ce qu'on voit. Et c'est assez intéressant. On a aussi une chaîne YouTube Medipat. On initie aussi des actions auprès des associations de patientes et des établissements de santé. Et on reçoit volontiers des professeurs avec leurs élèves, soit au niveau des collèges, des lycées ou des écoles d'infirmières. D'accord. Et on a organisé des journées portes ouvertes où les patients peuvent venir, les politiques, peuvent venir visiter nos labos. Ouvert au gros public. Au grand Exactement. public. Voilà. Et là, on peut bien se rendre compte du parcours du prélèvement. D'accord. Ok. C'est bien. Beaucoup de démarches ont été entreprises et vont être entreprises encore pour l'avenir, donc c'est parfait. Et pour finir cette interview, quel message vous aimeriez faire passer aux jeunes médecins, étudiants en médecine, qui ont envie ou qui hésitent encore à s'orienter sur la spécialité? Alors, je voudrais leur dire que c'est une spécialité, oui, dans l'ombre, oui, difficile. C'est vrai, stressante, car lourde de responsabilités et pivot du diagnostic, parce qu'il y a un certain degré d'urgence à rendre les diagnostics de cancer. Oui. Mais malgré tout, c'est une spécialité passionnante. En effet, les possibilités de se former, de se surspécialiser sont infinies, et les enjeux diagnostiques nous motivent pour nous former sans arrêt. Oui. On a aussi dans le groupe Medipat, des experts en pathologie rare qu'on appelle les experts 1K. D'accord. Dont je fais partie. Et ceci permet d'augmenter les compétences de tout le groupe. Par exemple, si j'ai une tumeur rare comme un sarcome et que je ne suis pas spécialiste des sarcomes, je vais envoyer les lames à mon collègue du site voisin, du site Medipat voisin, qui lui est expert dans le réseau sarcome 1K et qui va confirmer ou en tout cas affirmer le bon diagnostic pour le patient. D'accord, ok. Et vous êtes spécialisé du coup, vous avez une expertise chacun ou vous êtes plutôt polyvalent dans l'expertise aussi? C'est pas chacun, il y a quelques médecins qui ont une expertise. D'accord, ok. C'est une formation en plus, du coup, aussi? C'est une formation en plus qui dépend du parcours qu'on a fait pendant notre internat et notre assistanat. D'accord, très clair. Voilà, ça dépend de notre formation.
Je voudrais leur dire aussi qu'on ne travaille pas tout seul. C'est important. Ça, c'est important. C'est on vrai. n'est pas tout seul avec notre microscope. On l'a vu, on est en interaction permanente avec nos confrères médecins et chirurgiens, mais on est aussi en interaction permanente avec nos confrères pathologistes du bureau d'à côté ou des autres centres de Medipat. Voilà, parce qu'on a parfois des interprétations subjectives, donc on n'hésite pas à se montrer d'un bureau à l'autre les lames pour pouvoir être plus sûr. On est parfois plus fatigué le soir, alors on va se montrer les cas. Enfin, on essaie de rester humble dans cette spécialité et de se dire bon bah là j'hésite, hop je montre à mon collègue, ou là je sais pas, je passe la main. On a la chance, on a la chance. C'est un des avantages aussi de pas avoir directement, d'avoir un peu de recul par rapport aux patients et de pouvoir prendre le temps. Oui, on a un certain degré d'urgence, mais on a aussi cette possibilité de prendre le temps de réfléchir et de mettre tout en œuvre pour poser un bon diagnostic. Mais il est tellement important pour la suite. Et je voudrais surtout leur dire que je sais que ce qui peut les rebuter, c'est de ne pas être en contact avec les patients, justement. Parce que quand on fait médecine, au départ, c'est pas pour ne pas voir de patients. Oui, c'est vrai. Et ça peut être un gros frein au choix de la spécialité. Surtout que pendant les études de médecine, on nous parle peu de cette spécialité. Eh bien ça, c'est en train de changer, parce que dans Medipat, on propose maintenant des consultations avec les patients. C'est-à-dire que les patients, pour l'instant, c'est mis en place dans 6 centres de Medipat. D'accord. Et les patients peuvent prendre rendez-vous sur Doctolib avec un pathologiste de ces centres-là, qui va leur expliquer leur compte-rendu ANAPAT. Donc ça aussi, c'est en train de changer. Donc ceux qui hésitent à choisir l'ANAPAT pour ça, eh bien voilà. Après, c'est vrai qu'on est de temps en temps amené à expliquer les comptes rendus. Moi-même, j'explique avec plaisir les comptes rendus à des patientes stressées qui n'ont pas eu le temps de voir leur médecin pour leur expliquer. Oui. Mais c'est vrai que là, ça se structure avec les consultations, bien sûr en accord avec les oncologues. Oui, tout à fait. C'est toujours un travail d'équipe. Évidemment. Et puis, je voudrais leur dire que le côté entrepreneurial de la spécialité, c'est quand même quelque chose en plus par rapport à d'autres spécialités. D'accord. Et ça, c'est vraiment un challenge qu'on n'apprend pas en médecine, mais qui est passionnant aussi. Sur quel volet, par exemple, sur quels aspects ? Le côté entrepreneurial, il est... Le côté gestion d'entreprise, parce que dans Medipat, on est gestionnaire, directeur de notre entreprise. Les décisions restent médicales, même si on a une direction opérationnelle pour nous aider. Et on est amené à se former dans la gouvernance d'une entreprise. Ouais, c'est très intéressant. Et dans la compréhension. Ça développe les compétences. Oui, ça développe les compétences. Merci beaucoup Anne-Claude pour cet échange. Nous avons découvert une spécialité médicale essentielle, mais parfois effectivement méconnue, qui joue un rôle clé dans le diagnostic et le parcours de soins des patients. À vous qui nous écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode de Voix de soignant by Fed Medical. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre pour découvrir d'autres témoignages de professionnels de santé. À très bientôt et encore merci Anne-Claude. Merci Amandine. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.